Bon, cette semaine, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas fait un petit hors-série, du coup j'ai décidé d'aborder un sujet plutôt sympathique, celui de la musique et du cinéma. Parce que vous le savez, je le répète souvent sur cette chaîne, la musique et le cinéma entretiennent une histoire d'amour que je trouve extrêmement passionnelle, qui des fois peut donner lieu à des films surprenants, parfois peut donner lieu à des films un peu bizarres, voire à côté de la plaque, voire complètement loufoques et fantasques, mais en tout cas, la musique et le cinéma, ça parle de beaucoup de choses. Bien évidemment, il y a le monde de la comédie musicale, mais c'est un autre sujet qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder sur cette chaîne, parce que je trouve qu'il y a des comédies musicales qui partent dans tous les sens et qui souvent sont assez fascinantes. Mais là, j'avais plus envie de me centrer sur des vrais films de zikos, c'est-à-dire pas des comédies musicales, vraiment des films qui parlent de musique de manière frontale, qui parlent de musique de manière plus éparse, qui ont plus ça en toile de fond, mais en tout cas des films qui ont pour vecteur principal la musique. Et j'ai réussi à en trouver 5 qui sortent plutôt de l'ordinaire. Alors je pense que ces 5 films, vous les connaissez, mais c'est 5 films que je trouve vraiment excellents, vraiment bons, qui parlent avec beaucoup d'intelligence de la musique, qu'ils font avec des regards très variés, mais souvent très justes, et que personnellement j'adore parce que soit c'est souvent très dramatique, soit au contraire c'est complètement loufoque, soit c'est simplement un petit bout de chemin avec des personnages qui sont de gros icos, ou pas du tout même d'ailleurs, mais en tout cas ce sont des films que j'aime beaucoup, donc on va pas perdre plus de temps et on va parler du premier. Le premier film que j'avais envie d'évoquer, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui est un film qui m'a réconcilié avec quelqu'un qui, quand j'étais plus jeune, je voyais simplement en lui un rappeur un peu vulgaire, et pas forcément toujours très fin, mais pourtant, au travers d'un long métrage dramatique et tragique, j'ai non seulement réussi à l'apprécier, mais en plus j'ai découvert un film vraiment fort. Parce que 8 Mile de Curtis Hanson est un film assez génial dans son genre. L'histoire, elle est très simple, c'est celle de Jimmy, qui est un jeune homme qui travaille dans une usine, qui rêve de devenir rappeur, mais qui galère un peu, que ce soit en amour, que ce soit avec sa famille, avec qui la relation est très compliquée. Mais en tout cas, il a ce rêve et il ne cherche qu'à l'accomplir. Et tout le film va être un immense parcours qui va nous plonger dans sa vie, dans son quotidien, en partie inspiré de la vie d'Eminem et de ce qu'il a réellement connu. Mais en tout cas, ce que je trouve très fort dans ce film, c'est que déjà Eminem prouve au travers de son métrage qu'il est un excellent acteur, bourré de talent et qui a envie d'en découdre. Et clairement, ce long métrage, il montre à quel point il a vraiment envie d'en découdre. Mais au-delà de ça, c'est un film qui, je trouve, dans son propos, dans sa forme, dans sa justesse de composition, arrive à être un long métrage qui dépasse son simple statut de film musical ou de film sur la vie d'Eminem. C'est un film qui arrive à parler de beaucoup de choses, qui arrive à montrer à quel point le monde de la musique peut parfois être cruel et assez impitoyable. Et bon, ça a lancé de manière pas très subtile une espèce de vague de films où il y a beaucoup d'artistes qui ont eu envie de mettre en scène leur vie. Ça a notamment donné lieu à cet étrange objet de cinéma qui est Réussir ou Mourir, qui était soi-disant un biopic sur la vie de 50 Cent. Alors si c'est un biopic sur la vie de 50 Cent, il a eu une vie digne des plus grands longs métrages allant de Scarface à des films dans le genre. Enfin, c'est un film qu'il faut voir parce que dans son genre, c'est un tissu de mensonges. Mais alors franchement, arriver à faire passer ça pour un biopic, moi je trouve ça magique. Mais en tout cas, 8 Mile est beaucoup plus réduit, beaucoup plus simple, et je trouve brille par la créativité de Curtis Hanson, qui est un metteur en scène brillant, dont son long métrage le plus connu reste LA Confidential, mais au-delà de ça, il a fait des films très intéressants et je vous invite à regarder sa carrière, elle est bourrée de longs métrages cultes. Mais en tout cas, 8 Mile est un film culte et peut-être un des meilleurs films de Curtis Hanson. Je trouve que c'est un film qui est très intelligent dans sa mise en scène, qui est très simple, qui est épuré au minimum, mais qui possède des scènes, mais alors cultes, au-delà de la scène de fin, parce que la scène de fin, elle est rentrée dans la légende, mais au-delà de cette scène de fin, vraiment 8 Mile est un gros morceau de cinéma que je vous conseille absolument de voir si vous ne l'avez pas déjà vu, parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont déjà vu. Et si vous ne l'avez jamais regardé, parce que peut-être vous êtes réticent face à la musique de Eminem, dépassez ça parce que réellement ça va vous réconcilier totalement avec lui. Le deuxième film dont j'avais envie de vous parler, c'est un de mes gros films cultes.
Un film que j'ai découvert au cinéma un peu par hasard parce que je connaissais le nom de son réalisateur et j'aimais beaucoup le casting, mais je savais pas vraiment de quoi ça parlait. Et lorsque je suis rentré dans la salle de Good Morning England de Richard Curtis, je suis ressorti avec un sourire qu'il était impossible de me retirer même en m'annonçant les pires choses du monde. Parce que c'est un film qui respire la joie de vivre, c'est un film extrêmement intelligent, c'est un film dont on a déjà eu l'occasion de parler ici, mais que j'avais envie de vous rappeler parce que vraiment, c'est un film qui parle de musique avec beaucoup d'intelligence et qui, au-delà de son côté feel-good movie, arrive simplement à être un bon film sur la musique. L'histoire, elle est très simple. On va suivre Karl, qui est un jeune garçon qui se retrouve à aller sur une radio pirate au plein milieu de la Manche pour rejoindre son parrain Quentin et y passer un petit peu de temps avec lui. On se doute bien qu'il y a autre chose derrière, mais ça, je vous garde la surprise. J'en avais parlé pour son côté feel-good movie. Là, j'ai envie de vous en parler pour sa relation très particulière avec le monde de la musique. Parce que les radios pirates est un monde vraiment fascinant. Parce que c'était quelque chose d'illégal, mais qui a révolutionné le monde de la musique. Clairement, sans les radios pirates, il n'y aurait pas eu une explosion d'artistes comme il y en a eu dans les années 60 en Angleterre, parce que ça a permis l'ouverture du monde de la musique à une grande généralité de personnes. Parce que, mine de rien, dans les années 60, il n'y avait pas beaucoup de radios qui diffusaient de la musique pop, rock venant d'outre-Atlantique ou même venant du reste du monde. Et les radios pirates ont réussi à faire en sorte que ce monde musical soit accessible à tous. Et même si c'était considéré comme illégal, eh ben, c'est rentré dans la culture pop. Et c'est devenu vraiment un mouvement militant, alors qu'à la base, c'était juste des mecs qui voulaient faire découvrir des morceaux de musique à plein de personnes. Et je trouve ça assez génial, et c'est très très bien fait au sein d'un film où Richard Curtis démontre à quel point déjà c'est un grand scénariste, c'est un grand metteur en scène, c'est un excellent directeur d'acteur, parce qu'il faut rappeler que le casting de ce film est absolument génial et qu'il fait, à mon avis, 75% de la réussite du long métrage. Mais en plus de ça, c'est un rappel historique plutôt juste, plutôt fascinant et très bien amené, que personnellement j'aime beaucoup. Et vraiment, au-delà de son côté feel-good movie, qui est indéniable et auquel il n'y a plus besoin d'apporter le moindre argument pour le prouver, c'est un film qui aussi musicalement fait découvrir des morceaux pour ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité de pouvoir écouter de la musique à outrance. C'est un film qui, au travers de sa bande originale, rappelle à quel point dans les années 60, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont explosé et à quel point ces radios pirates ont été essentielles encore une fois. Donc ouais, ça fout la banane, mais également c'est un film qui est un bon rappel historique et qui montre que parfois faire la révolution, ça se fait pas forcément les armes à la main, mais ça se fait peut-être simplement au travers du nombre de radios et d'un mec qui sait bien mettre les disques les uns à la suite des autres. Le troisième film dont on va parler, c'est une petite perle qui sort un peu de nulle part. C'est un long métrage qui est devenu un de mes films cultes parce que je n'attendais pas une telle réussite de la part de son réalisateur. Mais vraiment, moi, j'ai été totalement convaincu par ce long métrage, qui se moque de manière assez douce amère du monde de la musique, mais qui surtout a réussi à un petit peu révolutionner son acteur, parce que s'il était un acteur peu convaincant, il s'est avéré être un réalisateur de talent, parce que lorsque Michael Youn a livré Fatal au monde du cinéma, je pense qu'il a réussi non seulement à pas mal bouger les choses au sein d'un cinéma populaire qui parfois était un peu lourdingue, mais surtout, il a réussi à démontrer qu'il était un vrai metteur en scène, et même un très bon metteur en scène. L'histoire, elle est très simple, c'est celle de Fatal, qui a tout réussi, qui a une carrière florissante, qui a une femme aimante et très sexy, et qui va voir débarquer Chris Prols, qui va un peu lui voler la vedette, mais il va tenter de le combattre, quitte à peut-être devoir retourner chez ses parents. C'est un film qui arrive très bien à parler du monde de la musique, avec un côté très américain. Clairement, on va pas se voiler la face, Fatal n'est pas un film qui va s'ancrer dans le monde de la musique très à la française. C'est un film qui va plutôt chercher à jouer sur des codes très à l'américaine de comédie et qui va amener ces codes-là au sein d'une envie de vouloir jouer un petit peu avec le genre. Et personnellement, c'est ça qui a réussi totalement à me convaincre au travers de ce film, bien au-delà des morceaux qui sont devenus complètement cultes grâce à la bande originale de son métrage, mais c'est surtout un film qui arrive un petit peu à se moquer du monde de la musique, surtout à tourner ça en dérision, et à jouer avec son personnage principal. Et à partir de là, c'est un voyage dans un espèce d'univers complètement fantasque, livré par un auteur qui a envie juste de s'éclater, et qui a envie de démontrer que tout ce qui est incontrôlable, tout ce qui est les 10 commandements, c'était des bonnes blagues. C'était pas des bons films, c'était des bonnes blagues.
mais qu'il était temps, voilà, de se révolutionner, de vouloir apporter un petit quelque chose de plus à sa carrière. Et ce petit moment-là a été une vraie bascule parce que j'estime que par la suite, Michael Youn a vraiment pris conscience de à quel point être un acteur, ça n'était pas uniquement faire le pitre, mais c'était aussi pouvoir être capable d'emmener son jeu dans des retranchements et aussi, en tant que réalisateur, de proposer des choses un petit peu neuves. Et il faut l'avouer, même si les films qui suivront de la part de Michael Youn en tant que réalisateur n'ont pas toujours convaincu, il a tout de même voulu apporter un petit quelque chose de plus à sa carrière. Et personnellement, moi j'ai envie de saluer surtout ce geste-là, parce qu'au travers de ce film, bien au-delà de s'amuser avec le monde de la musique et de lui rendre en un certain sens un petit hommage, il a surtout réussi à se révolutionner et apporter un petit plus à sa carrière. Donc rien que pour ça, ça mérite d'être salué. Le quatrième film dont on va parler est un film culte pour beaucoup de monde. Un film culte qui a non seulement réussi à s'emparer d'un mythe, mais aussi d'un opéra, pour en livrer du coup une œuvre de cinéma complètement en résonance avec son époque, parvenant non seulement à bien s'emparer de certains aspects de l'industrie musicale des années 70, mais surtout en lui apportant une esthétique et un cachet absolument dingue, parce que Phantom of the Paradise de Brian De Palma est un film extraordinaire qui vaut le coup d'œil non seulement pour son esthétique, mais surtout pour la prise de risque de la part d'un auteur qui avait clairement envie de changer les choses avec ce long métrage. L'histoire, elle est très simple, c'est celle de Winslow Leach, qui est donc un compositeur de musique, qui va être un peu dupé par un producteur de musique avide d'argent et de succès qui s'appelle Swan, et qui va clairement se servir de lui. Et je ne vais vous résumer que ça parce que la réinterprétation du fantôme de l'opéra qu'est ce long métrage est assez extraordinaire. Bien au-delà d'être un film qui a su capter une période, bien au-delà d'être un film qui a su mettre en avant des acteurs de talent, bien au-delà d'être un film qui a su s'emparer de l'opéra pour en faire un film moderne avec des compositions musicales absolument dingues et surtout une envie profonde de vouloir sonner avec son époque, c'est un film qui a surtout marqué les esprits parce que Brian De Palma est un esthète, un réalisateur visuel, un auteur qui sait transmettre beaucoup d'émotions au spectateur rien que par une caméra et un jeu de montage très intelligent. Et Phantom of the Paradise est une synthèse parfaite de ça. C'est un film qui parle du monde de la musique par le biais du graphisme. C'est un film qui se sert d'outils assez simples de cinéma pour les emmener dans des retranchements et faire en sorte que la musique et l'art visuel ne fassent qu'un au sein d'une œuvre qui, je trouve, est visuellement époustouflante. C'est un long métrage duquel on ne ressort pas indemne, c'est un long métrage qui marque, c'est un long métrage qui fascine, c'est un long métrage qu'on a envie de garder en tête bien après son visionnage, c'est un film unique en son genre. Clairement, si je devais vous le résumer en quelques mots, Phantom of the Paradise est un film qui n'a pas son pareil pour nous balader dans un univers et qui surtout n'a pas son pareil pour nous rappeler à quel point Brian De Palma est un réalisateur visuel absolument fascinant. Et au travers de son métrage, il le prouve parfaitement. Il arrive à faire de son film un objet musical dingue, un objet visuel fort, et il nous transporte totalement dans cet univers complètement fantastique et jubilatoire. C'est un film qu'il faut voir, vraiment, parce que je pense que ça va vous marquer, et en plus les deux interprètes principaux sont absolument dingues, et leur opposition au sein de ce film est magistrale, les deux apportant tellement au long métrage. C'est fascinant à regarder, donc ouais, matez-le si vous ne l'avez pas encore vu. Et le dernier film dont on va parler, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est pas le film qui donne le plus la pêche. C'est un film qui a cherché à explorer la comédie musicale et la musique au travers d'un long métrage aux propos très noirs et à l'ambiance très glauque. Mais en même temps, c'est un film de Lars von Trier, donc il ne fallait pas en attendre plus de la part de Dancer in the Dark, qui a permis en plus à Lars von Trier de recevoir une palme d'or très largement méritée. L'histoire, elle est assez simple finalement, c'est celle de Selma qui est une jeune immigrée qui doit s'occuper seule de son fils et qui travaille également dans une usine et qui vit un peu au jour le jour. Et si je devais vous placer la comédie musicale au sein de ça, c'est-à-dire que pour se donner un petit peu de joie de vivre, elle imagine sa vie comme une comédie musicale. Parce que sa vie est tellement morbide et glauque que c'est le seul moyen d'y voir un petit peu de positivité. Honnêtement, je pense avoir vu la première fois Dancer in the Dark dans un mauvais mood parce que je suis ressorti complètement déprimé, blasé et où j'ai eu l'impression d'avoir vu l'un des films les plus tristes à l'époque que j'avais pu voir. C'est un film qui n'est pas joyeux, c'est un film qui se sert de la comédie musicale de manière très réaliste,
mais qui, au-delà de l'utiliser de manière très réaliste, s'en sert vraiment comme un exutoire pour presque jouer avec le spectateur de manière morbide. C'est un film qui, réellement, est là pour nous mettre dans une situation pas gênante, mais une situation où, en tant que spectateur, on est dans un pathos, mais alors poussé dans un extrême où, honnêtement, je pense qu'il vous sera difficile de voir un minimum de clarté dans ce long métrage. C'est un film qui joue très très bien avec l'aspect musical de Björk, qui est vraiment mise au centre du film comme une espèce d'égérie musicale, mais au-delà de ça, comme une espèce de visage très enfantin et très juvénile qui perturbe par rapport à toute la situation qui se met en place autour d'elle. Et c'est une très bonne utilisation de la part de Lars von Trier, de la chanteuse et actrice, parce que réellement elle apporte beaucoup au long métrage, elle apporte une vraie puissance, une vraie ingéniosité et surtout une vraie créativité parce que du coup, vu qu'elle a une voix très particulière, elle arrive à vraiment s'inclure dans l'envie de la part de Von Trier de vouloir jouer avec les codes de la comédie musicale. Et si j'ai choisi ce film comme étant une comédie musicale pour la thématique des films de musiciens, c'est parce que j'estime que ce film a vraiment une portée musicale très différente que beaucoup de comédies musicales que je pourrais vous citer. Et du coup, pour moi, ça sort vraiment de l'ordinaire, ça apporte vraiment quelque chose de plus et surtout, c'est vraiment bouleversant. Je pense que c'est pas le genre de film qu'il faut voir dans n'importe quel mood. Il faut avoir conscience du fait que c'est un film qui va avoir une ambiance particulière, qui va vous emmener dans un cheminement où vraiment à la fin, vous risquez d'être dépressif, ça ne serait pas étonnant, mais ça sort tellement de l'ordinaire. C'est tellement Lars von Trier dans son côté cynique et en même temps parfait visuellement qu'on ne peut pas rester insensible devant cette œuvre. Donc vraiment, regardez-le, mais dans un mood particulier, parce que sinon, je vous le redis, vous risquez de partir en dépression. Bon, j'espère que ce petit voyage au sein des mondes de la musique et du cinéma vous aura plu. Encore une fois, si jamais vous avez des films un petit peu dans ce genre-là, des films musicaux qui sortent de l'ordinaire, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, je regarderai, je suis sûr qu'il y en a plein. Là, j'en ai choisi que 5, mais c'est 5 qui, pour moi, ont encore une fois une résonance assez particulière et qui m'ont marqué en plus parce qu'ils ont un propos, une essence dramatique ou un visuel qui marche vraiment sur moi et qui, du coup, amène une vraie réflexion autour du rapport très particulier entretenu entre la musique et le cinéma. C'est pour ça que je les ai choisis, mais encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup, donc n'hésitez pas, mettez dans les commentaires, que ce soit Whiplash, que ce soit La La Land. Ce sont des films qui, je sais, vont forcément vous venir en tête, mais je trouvais que c'était des choix un petit peu trop faciles, donc j'ai voulu aller dans une autre direction. Et puis, comme d'habitude, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos. Regardez des films parce que c'est bien de regarder des films, et en plus, allez les voir au cinéma en ce moment, c'est l'occasion. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ah non mais ouais, je vous jure, hein, il y avait trop de films, j'ai hésité. Mais on en refera dans pas longtemps une vidéo, parce que il y a des comédies musicales qui sont un peu barrées et qui valent le coup d'œil.